2025. Merci de votre fidélité à la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Famourou Djourté. Au sommaire, convention collective des transporteurs, chauffeurs et conducteurs routiers, le ministère du Travail engage une réflexion nationale pour accélérer sa mise en œuvre effective. Digitalisation des collectivités territoriales, une session de sensibilisation et d'information est ouverte à Bamako pour outiller les acteurs locaux sur les actes et procédures administratives numériques. Lutte contre la malnutrition à Koutiala, autorités administratives, politiques et acteurs communautaires sont réunis pour réfléchir à la pérennisation des actions locales. Le grand format de ce lundi s'intéresse à la lecture du Saint-Coran lors des funérailles et cérémonies de sacrifice sans invitation et contre rétribution, une pratique de plus en plus répandue qui divise les fidèles et questionne sa conformité aux enseignements de l'islam. L'actualité sportive est dominée par la CAN 2025 au Maroc. Les Aigles du Mali font leur troisième sortie du groupe ce soir à 19h face aux Comores. Fotigui Tunkara sera en direct pour les détails. C'est tout pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Comment accélérer la mise en œuvre de la convention collective des transporteurs, des chauffeurs et des conducteurs routiers? Le ministère en charge du travail engage la réflexion à la faveur d'un atelier qui vient de s'achever à Bamako. Suivons le compte-rendu de Tiemoko Konati. Cet atelier sur la convention collective des chauffeurs, qui connaît ainsi son épilogue, est la concrétisation d'une promesse faite par le gouvernement lors d'une rencontre tenue par le Premier ministre avec les acteurs concernés. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le 6 novembre 2025, les organisations syndicales des chauffeurs et conducteurs routiers ont exprimé des doléances, parmi lesquelles la prise en charge des blessés lors des escortes de produits pétroliers, la prise en charge des ayants droit des chauffeurs décédés, notamment les déclarants pupilles de la nation, mais aussi également l'organisation, en tout cas, d'un atelier pour faciliter l'immatriculation des chauffeurs et conducteurs routiers à l'INPS, à l'AMO, notamment l'application de leur convention collective. Convergence de vues et satisfaction des parties prenantes qui, à l'issue de la rencontre, ont formulé une série de résolutions. Omar Sanogo, rapporteur. Renforcer les capacités matérielles, humaines et financières des services de travail, créer un cadre de concertation entre les services techniques des ministères chargés du travail, de la protection sociale et des transports et des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs de la branche du transport routier. Appliquer les dispositions légales et réglementaires et conventionnelles à l'endroit des chauffeurs, conducteurs et transporteurs routiers. Poursuivre les sessions de sensibilisation en impliquant l'ensemble des acteurs de la branche d'activité des transports à travers la vulgarisation de la convention collective. Envisager une relecture des textes en vigueur. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Un cadre de concertation sera mis en place entre le ministère du Travail, des Transports, de la Santé, le patronat, le CMTR et l'ensemble des syndicats de chauffeurs. C'est ce cadre de concertation qui permettra d'examiner la mise en œuvre des recommandations qui ont été dégagées lors de ces 2 jours d'atelier. Donc c'est une sorte de feuille de route. Le ministre Koulibaly a par ailleurs invité les employeurs des transporteurs et autres conducteurs routiers à leur garantir certaines conditions de sécurité sociale, des conditions qui se résument à l'immatriculation de ces employés à l'Institut national de prévoyance sociale et à l'assurance maladie obligatoire. Pour faciliter la compréhension des parties, Dr Fasson Koulibaly leur a remis des spécimens du guide de l'assurance sociale de l'INPS. Le centre de formation des collectivités territoriales abrite une session de sensibilisation et d'information des acteurs locaux sur la digitalisation des actes et procédures des collectivités territoriales. Les acteurs locaux sont invités à s'approprier des outils numériques afin d'accompagner la transformation digitale des collectivités territoriales. Aliou Abdoulaye Touré pour les détails. L'atelier de sensibilisation et d'information sur la digitalisation des actes et procédures en cours a pour but de renforcer la compréhension et l'appropriation des outils numériques par les élus locaux et agents des collectivités territoriales. Levier de modernisation de l'administration, la digitalisation permet de dématérialiser les actes administratifs, documents d'état civil et même des délibérations. Elle contribue du coup à la réduction des lourdeurs administratives. Zango Daou est secrétaire général de la mairie de la commune urbaine de Kati. L'atelier permet aux acteurs locaux de mieux s'informer sur la digitalisation
pour innover nos administrations. Il faut le dire aujourd'hui, grâce à la digitalisation, il est désormais possible de payer directement via son téléphone mobile pour des services tels que la carte d'identité, les contraventions de police et les copies d'extraits d'actes d'état civil, à savoir les naissances, les mariages et les décès. Abdoulaye Mahaman est conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La présente session a pour objet de contribuer à la promotion de la digitalisation dans la gestion des collectivités territoriales. Elle offre l'opportunité aux acteurs de la décentralisation de s'approprier les connaissances et outils nécessaires pour appréhender les enjeux et les défis liés à l'introduction des technologies numériques dans la gestion quotidienne. En s'engageant dans la digitalisation des actes et procédures, les collectivités territoriales posent ainsi les bases d'une administration moderne. Ouverture d'un atelier national de formation des enfants journalistes, une initiative de l'Agence malienne de presse et de publicité en collaboration avec l'UNICEF sous le leadership du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Au programme, l'apprentissage des techniques d'écriture, le montage vidéo et des mises à niveau sur les effets du changement climatique. Hawa Adama Koulibaly. Ils n'ont pas encore l'âge pour présenter le journal télévisé, mais déjà ils ont le goût de l'information. Venus de 8 régions du Mali et du district de Bamako, 17 enfants font leur premier pas dans l'univers médiatique. Leur centre d'intérêt, la plume, le micro et la caméra. Assetou Djabira, enfant journaliste de Bamako, et Hamidou Abdoulaye Maïga de Tombouctou et leurs camarades s'initient au rudiment du journalisme. J'ai voulu postuler à ce programme d'enfants journalistes parce que j'aime défendre le droit des enfants, faire entendre la voix des sans-voix, montrer aux décideurs et aux grandes personnes que nous aussi, nos enfants, nous avons des droits, nous avons également des devoirs et nous avons le droit d'être entendus. Avec des fausses informations, on ne peut rien faire dans ce monde. Et le travail du journaliste, c'est diffuser la bonne information, rétablir la vérité. C'est un métier qui me passionne beaucoup. Cette formation de 4 jours s'inscrit dans l'une des missions de l'UNICEF, accompagner le département de la communication dans le renforcement des capacités des médias en vue de la production de contenu de qualité sur les droits de l'enfant. Abdoulaye Gueye, représentant adjoint par intérim de l'UNICEF au Mali. Aujourd'hui, nous outillons les principaux concernés, à savoir les enfants eux-mêmes, structurer et former un réseau d'enfants journalistes afin qu'ils disposent des outils, des repères éthiques et des accompagnements nécessaires pour raconter leur réalité, éclairer les décisions et inspirer leur communauté. Mohamed Ag Al-Bachar, chef de cabinet du département de la communication. Le projet Enfants et médias au Mali, porté conjointement par l'AMAP et l'UNICEF, constitue une initiative stratégique. Il vise à former des enfants appelés à devenir des journalistes professionnels, conscients des enjeux et de leur société, porteurs des valeurs de vérité, de responsabilité et de cohésion sociale. De l'apprentissage à la pratique, ces enfants écrivent déjà les premières lignes du journalisme de demain. Une relève consciente, responsable et engagée au service des droits de l'enfant et de l'avenir du Mali. Radio Mali à Koutchala et environ 94.5 MHz en FM. Dans la capitale de l'Or-Blanc, la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire vient d'organiser un atelier sur la pérennisation des actions communautaires de lutte contre la malnutrition. C'est pour orienter les autorités administratives, politiques en la matière et partager avec eux des expériences permettant de tracer au mieux les voies et moyens susceptibles de vaincre le phénomène. De Koutchala, la correspondante de Brahima Kone et Amadou Dolo. Les autorités administratives et politiques de la région de Koutchala ont échangé pendant 2 jours sur les voies et moyens susceptibles de dynamiser et pérenniser les actions communautaires de lutte contre la malnutrition. Ce fut un atelier d'orientation et de partage d'expériences à laquelle le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso, Bernard Koulibaly, a participé par visioconférence. Les élus, c'est eux qui font le budget et ils doivent prendre en charge, en tout cas, un certain nombre de dépenses et préoccupations dans leur budget.
Et en plus du budget aussi, il y a les PRSEC qui sont faits par les collectivités. Donc aujourd'hui, pour qu'un maire puisse s'engager, j'ai dit, il faut d'abord qu'il y ait un atelier qu'on puisse vraiment informer les autorités pour que les autorités accompagnent le processus. Cet atelier est organisé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koutiala avec l'appui financier de l'UNICEF. Il vise à obtenir un engagement de la part des acteurs afin de renforcer la prévention et la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes. Ousmane Sow, conseiller au gouvernorat de Koutiala. La situation d'insécurité a conduit les acteurs à adopter une approche multisectorielle du problème. La traduction matérielle de cet engagement est l'élaboration du plan multisectoriel de nutrition pour la période 2021-2025 qui préconise, entre autres, la mise en place du système harmonisé pour assurer la couverture universelle des mesures nutritionnelles essentielles. Les recommandations formulées à la fin de cet atelier devront contribuer à la gestion du cercle vicieux de la pauvreté liée à l'insécurité alimentaire. Koutiala, Brehima Kone, Amadou Doulou et Assita Berté pour l'ORTM. Hors de nos frontières, en Guinée, une société émirienne réclame près de 29 milliards de dollars aux autorités du pays. Axis International exploitait un important gisement de bauxite du côté de Bofa, mais suite à la révocation de son permis, l'entreprise réclame un arbitrage international. Après une procédure devant un tribunal new-yorkais, Axis passe à l'étape supérieure en assignant l'État guinéen devant une instance de la Banque mondiale. Les avocats d'Axis International estiment que la justification avancée pour la révocation du permis minier ne correspond pas à la réalité. Selon eux, Conakry a motivé sa décision en expliquant que la mine n'était pas opérationnelle et qu'elle était sous-exploitée. En se fondant notamment sur le traité bilatéral d'investissement Guinée-Émirats, ils estiment les dommages à près de 28,9 milliards de dollars. Selon eux, cette demande d'arbitrage est la deuxième plus importante jamais soumise à la Banque mondiale. Au Soudan, 3 ans après son déclenchement, en avril 2023, la guerre est toujours sans perspective claire de sortie de crise. Les deux factions militaires rivales continuent de s'affronter. D'un côté, les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir depuis le putsch d'octobre 2021. De l'autre, les paramilitaires des forces de soutien rapide menées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Les chiffres de cette crise, qualifiée par l'ONU de pire crise humanitaire au monde, ne cessent de franchir les seuils alarmants. Selon les estimations, le conflit aurait déjà fait près de 150 000 morts. Près de 2 tiers de la population soudanaise a désormais besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Des situations de famine ont été signalées dans au moins 5 régions du pays. Au Nigeria, le dernier événement à faire les gros titres est l'enlèvement de 28 personnes qui voyageaient dans l'état du Plateau dimanche 28 décembre. Leurs proches ont fait savoir que les geôliers demandent l'équivalent de 880 € par tête pour leur libération. Lors de son discours de fin d'année, mardi 23 décembre, le directeur du Centre national de lutte antiterroriste, le major général Adamou Laka, a regretté que le paiement des rançons demeure une source importante de financement pour les groupes terroristes qui opèrent au Nigeria. Plusieurs arrestations ont eu lieu et des poursuites ont été engagées contre des personnes impliquées dans le versement de rançons et le financement du terrorisme au Nigeria, selon le major général Adamou Laka. En Birmanie, le principal parti pro-militaire a revendiqué ce lundi 29 décembre une victoire écrasante après la première phase des élections législatives, a déclaré à l'agence France Presse un des responsables. Les résultats officiels de la première phase du scrutin, organisé dimanche dans une partie seulement des circonscriptions, n'ont pas été communiqués par la commission électorale birmane. 2 autres phases sont prévues les 11 et 25 janvier. Et puis, plus de 3000 migrants sont morts en 2025 en tentant de rejoindre l'Espagne, selon un rapport publié ce lundi par une ONG espagnole. Un chiffre en forte baisse en raison de la diminution très forte du nombre de tentatives de traversée en mer pour rejoindre le pays. Selon l'association de défense des droits des migrants, la plupart des 3090 décès enregistrés jusqu'au 15 décembre ont eu lieu sur la route migratoire de l'Atlantique entre l'Afrique et les îles Canaries. Considérée comme l'une des plus dangereuses au monde, l'Espagne est l'un des 3 principaux points d'entrée pour les migrants en Europe avec l'Italie et la Grèce.
Retour au Mali. Dans certaines localités, les cérémonies religieuses prennent parfois des tournures tendues lorsque certains marabouts se rendant aux funérailles ou aux cérémonies de sacrifice sans y avoir été invités récitent le Coran dédiant à un mort puis réclament une rétribution. Une pratique qui divise les croyants et soulève une question essentielle sur sa conformité aux principes islamiques qui prônent la sincérité et des désintéressement dans l'adoration. Alors, que dit réellement l'islam à ce sujet? Est-il permis de lire le Coran pour un défunt? La réponse dans ce dossier signé Kumba Sissako. Réciter le Coran est un acte d'adoration et de mérite. Toutefois, cette pratique perd sa valeur spirituelle lorsqu'elle devient un moyen de gain imposé par certains marabouts. Ces derniers s'auto-invitent dans des cérémonies religieuses, notamment lors des funérailles ou des sacrifices, 7e, 40e jour, etc., dédiés à un défunt pour lire les livres sacrés d'Allah, puis exigent une récompense. Une pratique de plus en plus courante qui suscite débats et controverses au sein des communautés croyantes. Bouro Diallo, marabout. Lorsqu'on apprend qu'une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée, quelle qu'en soit la circonstance, obsèques ou cérémonie de sacrifice, on se joint volontiers à cette communauté musulmane pour y participer. Selon l'imam Tidjane Tall, cette pratique est très bénéfique pour le défunt, surtout quand elle est accompagnée d'invocations. Le Coran est la parole d'Allah. Lorsque sa lecture est faite dans l'intention d'en dédier la récompense à un défunt, celle-ci peut lui être bénéfique. Certaines pratiques, bien que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne les ait pas accomplies de son vivant, ne sont pas pour autant interdites, tant qu'elles ne contredisent pas les enseignements de l'islam. Ce point de vue de l'imam Tall n'est pas partagé par l'islamologue Ibrahim Mohamed Touré. Lui souligne la non-conformité de cette pratique avec les enseignements islamiques. L'islam ne reconnaît pas cette pratique. C'est pour cela qu'il ne nous a été rapporté nulle part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont fait. Pourtant, c'est sur lui que le Coran a été révélé. Il connaît mieux le Coran que quiconque, car en islam, toute adoration qui n'a pas une preuve authentique est une innovation. Et il a même maudit celui qui soutient un innovateur. À en croire Bouro Diallo et Afrou Diallo, adeptes de la pratique, tout service mérite récompense, même si la vraie récompense vient de Dieu. En principe, aucune récompense n'est exigée pour ce travail spirituel. Souvent, les anciens rappellent qu'après un tel effort, on mérite tout de même quelque chose. Même si la vraie récompense est celle de Dieu, il arrive qu'on reçoit des petites sommes, 500, 1000 ou 2000 francs CFA offertes par la famille du défunt, en guise d'encouragement. Afrou Diallo, marabout. Normalement, on ne devrait pas demander des récompenses après cette lecture. Souvent, on reçoit des petites sommes de 500, 1000, voire 2000 francs CFA après le partage de l'imam. Des fois, la famille même nous donne de l'enveloppe, c'est ce qui nous convient. L'islamologue Ibrahim Mohamed Touré rappelle l'interdiction d'utiliser le Coran comme source de revenus. Se servir du Coran comme une source de revenus peut être répondu sur deux angles en islam. S'il s'agit de l'apprendre aux gens, cela certains oulémas l'ont autorisé. Mais s'il s'agit de le lire à travers les cérémonies pour en découler une source de revenus, cela est interdit car le Coran n'a pas été révélé pour cette cause. Faut-il instaurer un cadre éthique ou institutionnel pour éviter les abus? Mamadou Traoré, membre du Haut Conseil islamique, tente de répondre. Le Coran ne doit pas être un fonds de commerce de quelqu'un. Sacrifice, les déménagements, mariage et autre chose. Les gens font des rondes chez les gens pour aller lire le Coran ou pour aller lire Yassine et demander en contrepartie quelque chose. Ça, c'est vraiment interdit. Et le Haut Conseil islamique peut voir la situation, mais il ne peut rien faire parce que ce n'est pas dans leur priorité pour le moment. Si l'unanimité
s'est fait autour de l'ampleur du phénomène. Il convient alors d'y trouver des solutions afin de préserver les valeurs islamiques. Mamadou Traoré, membre du Haut Conseil islamique. Comme solution, on peut demander au comité d'organisation des mosquées pour veiller sur ce phénomène. À leur niveau, ils peuvent l'organiser et mettre stop à la participation des intrus, ceux qui n'ont pas été invités. Les imams peuvent continuer l'éducation religieuse dans leurs mosquées et renforcer la capacité des fidèles musulmans. Quand une pratique est contraire à l'éthique et aux enseignements islamiques, s'éloigner n'est-il pas une bonne option? L'actualité sportive est dominée par la 35e édition de la CAN Maroc 2025. Pour en parler, je reçois dans ce studio Fotiki Tunkara. Bonjour Fotiki. Bonjour Famara Djourté, bonjour à tous. Les Aigles du Mali affrontent ce soir les Comores. C'est dans le cadre de la 3e journée des groupes qui commence aujourd'hui. Oui, avec cette 3e et dernière journée des groupes qui démarre ce lundi, la CAN Maroc 2025 rentre définitivement aujourd'hui dans le couloir de la mort. Dans le groupe A, les Aigles du Mali jouent contre les Sélakan des Comores. Le coup d'envoi du match sera donné à 19h temps universel au stade Mohamed V de Casablanca. L'enjeu est détaillé puisqu'il s'agit d'un ticket de qualification pour les huitièmes de finale. Après 2 nuls d'affilée contre la Zambie et le Maroc, la victoire est impérative pour les Aigles s'ils veulent garder leur destin en main et nous éviter de tomber dans des calculs de probabilité. Les Aigles en sont bien conscients et ils l'ont fait savoir hier en conférence de presse avant match. En face, les Comores n'entendent pas non plus vendre moins chèrement leur peau. Ils comptent pleinement jouer leur chance. Alors, quelques déclarations, du moins quelques séquences de cette déclaration avant match avec l'un de nos envoyés spéciaux au Maroc, Ousmane Dao. Oublier le Maroc, la Zambie et faire face aux Comores, c'est le leitmotiv dans le nid des Aigles. Pour leur 3e sortie de poule, les protégés de Tom Saint-Pete sont prêts pour obtenir leur ticket pour le prochain tour de la compétition. Pour cela, ils abordent la rencontre avec beaucoup de sérénité et de sérieux. Amari Traoré, défenseur des Aigles du Mali. C'est un match très difficile, un match qu'on va bien aborder. Et nous, notre objectif, c'est de gagner et avancer match après match. On est le premier coach national, il faut faire très attention parce que Comores, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe avec des joueurs qui ont de l'expérience, comme il a cité, qui jouent bien avec le ballon et aussi en protection, ils sont bons. Certes, on a fait un très bon match contre le Maroc, mais maintenant, le plus important, c'est de prendre les 3 points et d'avancer. Tom Saint-Pete, sélectionneur des Aigles du Mali. Un match très important pour les deux équipes. Contre Comores, c'est jamais facile. C'est le drapeau vert, jaune et rouge qui gagne demain. C'est un match différent. C'est un match différent que Maroc. Contre Maroc est le favori. Contre Comores, on a le stress d'être favori. On va être mental bien. Mais quand on gagne 1-0, on est qualifié. Je vais être content. Quand on gagne 3-0, on est numéro 1 dans le groupe. Je vais être content. Mais quand on ne gagne pas, je ne vais pas être content. C'est clair. Ce match peut être piégeux compte tenu des forces en présence. D'un côté, une équipe malienne talentueuse avec beaucoup d'expérience et de l'autre, celle des Comores avec sa fougue et peu d'expérience à la CAN. Et voilà pourquoi le sélectionneur malien appuie sur plusieurs leviers. Tom Saint-Pete, sélectionneur des Aigles du Mali. J'ai beaucoup de travail maintenant, plus psychologiquement, avec mes joueurs de préparer pour ce match. Et on va faire battre parce qu'on veut rester au Maroc. On veut faire tous les grands matchs après le groupe, mais on va gagner demain pour rester ici. Et on va faire tout pour ça. Au pelouse, au papier, notre équipe est mieux que Comores. Au papier. Au pelouse, en théorie, on va être possible de gagner ce match. Mais dans notre tête, c'est maintenant le plus important. La psychologie de chaque individu qui va commencer, qui va jouer dans ce match, va déterminer un bon résultat ou pas un bon résultat. Côté comorien, on respecte le Mali, mais ce match est à quitte ou double et le gazon est vert pour tout le monde. Stefano Coussine, sélectionneur des Comores. Le Mali, c'est une équipe qui est extrêmement physique et il faut avant tout être fort physiquement sur les appuis dans le changement de direction pour pouvoir penser faire une performance. Donc j'espère que demain, du point de vue physique, on sera à la hauteur parce que si on est à la hauteur au point de vue physique, techniquement, on a les moyens de les mettre en difficulté. Zaïdou Youssouf, milieu de terrain des Comores. C'est un match en jeu, mais l'ambiance reste toujours pareil. Donc on est bien, on s'entend tous bien, on est comme des frères, on vit bien et puis voilà, Inch'Allah, demain
on fera un bon résultat et on pourra aller de l'avant. Ce Comores-Mali sera la troisième de l'histoire entre les deux nations et la première en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les deux premières rencontres se sont soldées par 2 victoires des Aigles du Mali avec le même score, 3-0 en mars et septembre dernier dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Reste à Yves Bissouma et à ses coéquipiers de surfer sur la même vague, mais avec beaucoup de concentration et de discipline tactique. Surtout, Casablanca, Ousmane Daou, Tayapa Diaouyakoui, Isaac Chenou, Oumar Koungota Traoré, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. Voilà, dans cette rencontre qui ne sera qu'une trouvaille entre les deux équipes, les Aigles du Mali disposent quand même d'un ascendant psychologique sur les Sélacan des Comores, compte tenu des antécédents entre les deux sélections qui vient de rappeler Ousmane Daou tout à l'heure. Alors, dans l'autre match de ce groupe en simultané, la Zambie jouera contre le Maroc. Mais avant, dans le groupe B, l'Angola affrontera l'Égypte déjà qualifiée. Le Zimbabwe en découdra avec l'Afrique du Sud. Ces deux matchs se jouent en simultané à 16h. Cette ultime journée s'annonce donc décisive pour toutes ces équipes, à l'exception des Pharaons déjà qualifiés. Et la deuxième journée des groupes s'est achevée hier avec un derby africain, Cameroun-Côte d'Ivoire. Oui, ce choc du groupe F entre les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas connu de vainqueur. Ivoiriens et Camerounais n'ont pas pu se départager et se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. Les deux équipes comptent chacune 4 points. Dans l'autre match de ce groupe, le Gabon a été surpris par le Mozambique qui s'est imposé 3-2. Victoire à la fois héroïque et historique pour le Mozambique qui arrache ainsi la première victoire de son histoire à la CAN. En 16 matchs de CAN, le Mozambique n'avait pas encore gagné la moindre rencontre. Cette 17e tentative aura donc été finalement la bonne pour les Mamba. Dans le groupe E, la Guinée équatoriale a été piégée par le Soudan qui l'a emporté 1-0. L'Algérie a gagné contre le Burkina Faso 1-0. But inscrit sur un penalty litigé. Penalty inscrit donc par Riyad Mahrez qui, avec cette troisième réalisation, prend du coup la tête du classement des meilleurs buteurs avec 3 réalisations. Avec cette deuxième victoire, l'Algérie rejoint en 8e de finale l'Égypte et le Nigeria. Bien avant cette ultime journée, quelques certitudes existent déjà. Il s'agit de la qualification en 8e de finale pour l'Algérie, l'Égypte, tout comme le Nigeria, et l'élimination définitive du Botswana dans le groupe D et de la Guinée équatoriale dans le groupe E. Après 2 défaites d'affilée, ces équipes n'ont encore aucune chance de figurer parmi les meilleurs 3e. En football, mais cette fois sur le plan national, championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 6e journée a pris fin hier avec 2 rencontres. Et voici le résultat de ces 2 rencontres. Le FC Malkouroua a été renversé par Afé 3-1. L'Espace et l'Asco se sont neutralisés 1 but partout à présent. Les autres résultats de cette 6e journée. Le Stade Malien de Bamako s'est imposé devant Derby Academy 3-0. L'US Bougouni s'est incliné devant le Djulba AC 2-0. Binga FC et FC Djera n'ont pas pu se départager 1 but partout. L'AS Bakardian Baroili et l'AS Sierra de Bamako se sont accrochés 0-0. Les 11 cratères de Nyarela et l'US Bougouba ont également fait match nul 0-0. Le classement reste dominé par l'Aïsral avec 14 points devant les FC Djera 13 points et l'ASCO 11 points. Le Stade Malien de Bamako est 5e avec 11 points. Le Djulba AC est 7e avec 10 points. On retrouve dans la zone rouge au 13e et 14e place l'US Bougouni et les 11 cratères de Nyarela avec respectivement 3 et 2 points. Aux dernières nouvelles, l'US Bougouni s'est finalement séparé de son entraîneur Ismaël Diané, remplacé en intérim par son adjoint Yacouba Famba, Didou, ancien gardien de but de l'US Bougouni lorsque l'équipe a remporté la Coupe du Mali en 2012. Merci beaucoup Fotigi Tungara. Merci à vous aussi. C'est sur cette page sportive que prend fin cette édition, la deuxième de Mali Actualité de ce lundi 29 décembre 2025. La mise en onde est assurée par Fousseni Sissoko, assisté de Téléma Doubia, mise en ligne Sekou Traoré, au micro Famour Djourté, Brahma Traoré m'a aidé à la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis.